Bonjour à tous. Alors on va essayer d'animer les minutes qui viennent intensément sur le sujet qui nous tient tous à cœur et on va accueillir des fabuleux speakers pour traiter le sujet des rencontres citoyennes pour le climat. Et on va essayer de voir ce que ça veut dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste commencer par me présenter. Moi je suis Axel Dochet, je suis le fondateur de Make.org. Nous, ce qu'on fait chez Make.org, c'est qu'on orchestre des coalitions assez larges entre des ONG, des entreprises et puis des centaines de milliers de citoyens pour construire de l'action civile, mais collective. C'est un peu ça notre motto. On l'a fait sur plein de thèmes, des thèmes sociaux, comme la lutte contre les violences faites aux femmes, et on l'a beaucoup fait sur des thèmes environnementaux, sur l'environnement et en ce moment plus spécifiquement sur la biodiversité. L'élément important de notre démarche, c'est qu'on croit, et c'est peut-être un des sujets d'aujourd'hui, que l'action collective est beaucoup plus forte que la multiplication des actions individuelles. On croit également que l'action de la société civile coordonnée est parfois beaucoup plus efficace que l'action publique. Alors ça ne remplace pas l'action publique, et on va parler beaucoup de comment l'action publique peut vraiment être à l'échelle du sujet. Mais en revanche, ça ouvre des horizons assez sympas, qui est de dire on n'est pas uniquement dans une logique de lobby par rapport à de l'action publique, il y a plein de choses qu'on peut faire. En revanche, il faut qu'on s'organise, et c'est un petit peu ça ce qu'on essaye de faire chez Make.org. Alors, ça c'est fini. Maintenant, on a 4 speakers exceptionnels que vous connaissez sans doute, mais que je vais quand même présenter. Alors, j'ai des petites notes pour ne pas me tromper. Je vais commencer par Valérie Masson-Delmotte, chercheuse CEA au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris-Saclay. Responsable du Centre Climat Société Institut Pierre-Simon Laplace, membre du Haut Conseil pour le climat et également, et ça tout le monde le sait, était coprésidente du GIEC, plutôt du groupe de travail qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Merci Valérie d'être avec nous. Alors, illustre inconnu, Cyril Dion, écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français, était également un des garants de la Convention citoyenne pour le climat. Merci Cyril. Chloé Pahud, à ma droite, fondatrice et CEO de Civocratie. Alors, Civocratie a été l'origine d'une énorme campagne qui s'appelle On Vote, qui a été déterminante aux dernières élections, qui a permis de mobiliser des entreprises et leur audience pour encourager le plus grand nombre de citoyens à voter aux dernières législatives, avec énormément d'impact. Bravo, Chloé. Et enfin, tout au bout, Pierre Lahottourou, économiste engagé depuis plus de 30 ans, dans la lutte contre le chômage et la précarité, et ancien membre du Haut Conseil pour le climat et ancien député européen. Bienvenue Pierre. Alors, la première chose que je voulais juste poser avant qu'on rentre dans le débat, c'est pourquoi est-ce qu'on est là tous ensemble. Ça s'appelle les rencontres citoyennes pour le climat. Et en fait, il y a un triangle dialectique que j'aimerais poser, parce que c'est celui qu'on va voir toute la journée. Le but, c'est la lutte pour le climat. Mais cette lutte pour le climat, elle génère et elle se nourrit de la mobilisation de la société civile. Quand je dis société civile, je ne parle pas seulement des citoyens, je parle aussi des ONG, mais aussi des scientifiques, mais aussi des entreprises. Et le troisième volet de ce triangle, c'est l'action publique. C'est-à-dire, à travers la démocratie, cette mobilisation va créer un impact au niveau politique qui crée de l'action publique. Alors ça, c'est un triangle un peu rêvé. Et tout le sujet, c'est d'essayer de voir comment ce triangle rêvé fonctionne aujourd'hui. Et surtout, ce n'est pas qu'il fonctionne, le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est ce qu'il est à l'échelle de ce qu'on est en train de traiter. Alors la réalité, c'est qu'il y a eu plein d'initiatives depuis quelques années. On a parlé tout à l'heure de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu des marches, il y a eu des consultations, il y a eu des projets de loi, parfois des lois. Il y a eu plein de choses depuis quelques années. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'échelle en termes d'impact.
On n'est pas à l'échelle interne d'impact et j'aimerais juste séparer cet impact de deux manières différentes. À la fois, les choix ne sont pas assez à l'échelle, mais la réalité, c'est qu'il faut aussi voir qu'il y a une forme d'impuissance publique qui, combinée à ces choix insuffisants, crée l'inertie qu'on vit tous et pour laquelle on est tous ici aujourd'hui. Pour ma part, je crois qu'il faut prendre un peu de recul et je pense qu'il y a un pacte indissociable, un pacte fondamental entre la lutte pour le climat et la cohésion de la société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement voir la lutte pour le climat comme ayant besoin de la démocratie pour agir. Je pense que c'est aussi la démocratie qui a besoin de lutte, et notamment celle pour le climat, qui devrait tous nous réussir pour faire avancer le schmilblick. Ce qui est sur la table nous permet d'espérer que le triangle fonctionne. Sauf que dans quel monde on est aujourd'hui, surtout depuis quelques mois, on est un monde où, après des années où on avait un peu l'impression de ne pas aller à la bonne vitesse, mais d'aller dans le bon sens, on a l'impression d'un monde qui va en marche arrière. Et on est tous un peu stressés par ça. Il y a un recul sur le combat pour le climat, clairement. Alors évidemment, tout le monde voit les États-Unis et c'est sûr, mais au-delà des États-Unis, les tensions géopolitiques sont clairement anti-lutte pour le climat. Donc on a vraiment tout un combat qui s'est construit d'année en année, qui recule. Et de la même manière, l'outil démocratique, il est aussi en recul. Celui qui était fragile, il est challengé de tous les côtés. On se pose la question de si la démocratie est capable d'agir. On se pose la question de si la démocratie, au-delà même d'agir, est capable de réconcilier les gens. Et donc on est un petit peu on se sent dans une impasse par rapport à ça. Alors il y a des sous-jacents communs qu'on connaît tous. On rentre dans une autre de post-vérité. La science est attaquée sur tous les fronts. Donc il y a des raisons à tout ça. Mais de facto, quelles que soient les raisons, il est légitime de se poser la question fondamentale de comment est-ce qu'on remet en marche de la mobilisation qui crée un impact politique et donc de l'action publique à l'échelle qui nourrit la lutte pour le climat. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de se poser ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient pour essayer d'y répondre? On a plein d'acteurs qui peuvent agir, les citoyens, et les citoyens, ce n'est pas que les citoyens hyper engagés, c'est les citoyens un peu concernés, un peu engagés, très engagés, militants, activistes dans les associations. Tout le monde ne va pas devenir activiste. Donc les citoyens, il faut les prendre dans leur globalité. Il y a les ONG, il y a les scientifiques, il y a aussi les entreprises. Et en face de ces différents types d'actants, on a plusieurs modalités d'action. La modalité d'action via les médias, qui est très différente de la modalité d'action via les réseaux sociaux. Mais là, il y a des choses assez concrètes là-dessus. Il y a la modélisation directe, et notamment la modélisation terrain. Et puis enfin, il y a la mobilisation politique. On va essayer de faire une petite bouillabaisse, mayonnaise de tout ça et essayer de comprendre comment finalement ce qui a été fait a marché ou n'a pas marché. Et surtout de bien partager avec vous les défis qui sont devant nous dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et qui n'était pas celui qui était l'année dernière à la même époque. Alors on commence tout de suite, si ça vous va, par Valérie. Valérie, est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu l'état des lieux? Je pense qu'il a été beaucoup parlé ici dans les différentes sessions, mais l'état des lieux de la lutte contre le climat et puis plus spécifiquement des nouveaux défis que ça pose pour les scientifiques dans un premier temps. Oui, merci beaucoup. Et donc, comme on parle de climat, je pense qu'un bon point de départ, c'est l'état des lieux scientifiques vis-à-vis de l'évolution du climat au niveau planétaire. Et comme vous le savez, cet état des lieux, on le fait dans les rapports du GIEC. Le dernier bilan, il date de 2021 et tous les ans, on le réactualise. Donc, avec plusieurs dizaines de collègues de différents pays, on vient de terminer cette analyse. Elle n'est pas encore publiée, mais je veux en partager quelques points clés. Donc, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles baissent en France, elles baissent dans 24 pays. Du côté de la Chine, ça n'augmente plus depuis mars de l'année dernière, mais ça continue à augmenter au niveau planétaire. Ça augmente dans d'autres pays. Donc,
ça continue à doper la hausse des concentrations en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, avec d'ailleurs un rythme particulièrement élevé d'augmentation entre 2023 et 2024, par exemple pour le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Si on prend en fait donc l'état du climat, nos activités, elles entraînent un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, et ce déséquilibre s'accentue. Le résultat, donc, c'est un rythme élevé de réchauffement, un des indicateurs clés de l'état du climat. Vous savez que depuis 2024, pour une année, le niveau de réchauffement planétaire, il a déjà dépassé 1,5 degré. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une année à l'autre, on a l'accumulation de chaleur due aux activités humaines, mais c'est aussi modulé d'une année à l'autre par la variabilité spontanée du climat. Et notamment en 2023, en 2024, on a eu un événement El Niño dans les tropiques. On a une configuration qui a favorisé des températures très chaudes du côté de l'océan Atlantique Nord. Ça, c'est les modes naturels de variabilité du climat qui ont joué dans le sens du réchauffement. Et donc, si on prend la partie qu'on peut attribuer à l'influence humaine sur le climat et qu'on va jusqu'à l'année dernière 2024, on en est à peu près à 1,35 degré de réchauffement dû à l'influence humaine. Et le rythme de réchauffement, il a été encore plus fort sur les derniers 10 ans qu'auparavant, pour 2 raisons. On continue à ajouter de l'effet de serre, et ensuite, on a réduit les émissions de particules polluantes, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est positif pour la santé cardio-respiratoire, mais en même temps, on a dévoilé cet effet parasol, et ce qui contribue à amplifier le réchauffement. Et puis la dernière chose que je voulais partager, c'est que donc, ce réchauffement rapide au niveau planétaire, c'est un record au niveau mondial l'année dernière, c'est un record au niveau européen l'année dernière. Ça dope les extrêmes chauds, ça dope les sécheresses lors des épisodes de manque de pluie, ça dope les pluies extrêmes. Et ces événements extrêmes sont la manière dont souvent on perçoit les impacts du changement climatique, avec le manque d'eau ou l'excès d'eau qui est souvent le vecteur de l'injustice climatique, qui va toucher de manière inégale les différentes personnes, les différents écosystèmes. Et ces conséquences, ce cycle de l'eau plus intense, plus variable, plus d'événements et de saisons très humides ou très sèches, ça s'accentue. Et enfin, on a une accélération très nette de la montée du niveau de la mer qui reflète cette accumulation de chaleur dans l'océan, la fonte des glaces continentales, et qui est maintenant autour de 4 mm par an, contre 2 mm par an de rythme dans les années 90. Et on commence à en voir également les conséquences. Alors, peut-être les choses importantes à noter, c'est que la trajectoire d'évolution du climat planétaire, du réchauffement, elle coïncide avec la plage des projections climatiques qui avaient été faites il y a 5 années, en fait, la génération actuelle des modèles de climat. Donc on est sur quelque chose qui était anticipé. On anticipait sur les décennies à venir un rythme élevé de réchauffement, mais l'évolution à venir, l'évolution au-delà d'une dizaine d'années notamment, elle va être déterminée par les choix qui vont être faits. Donc on s'attend à dépasser un niveau de réchauffement planétaire d'1,5 degré d'ici 2030, en moyenne sur une vingtaine d'années. Par contre, au-delà de cela, ça va vraiment dépendre de la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est dans les 24 pays dont les émissions baissent de manière nette et dans la durée, ce n'est pas un effet éphémère de crise économique, c'est vraiment des changements structurels. Dans les 1500 politiques publiques qui ont fonctionné dans une quarantaine de pays sur tous les continents, qu'est-ce qu'on peut observer comme caractéristiques communes ? Ça a des politiques publiques d'innovation technologique, d'efficacité énergétique, de lutte contre la déforestation, dont on sait qu'elles fonctionnent. C'est des politiques sectorielles qui vont parfois toucher au secteur de l'énergie, bien sûr, c'est évident. C'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les énergies fossiles, dioxyde de carbone et méthane. Donc c'est ça souvent qui porte ses fruits en premier, mais aussi dans le secteur des transports ou dans le secteur des bâtiments notamment. Et le point commun entre ces 1500 politiques publiques qui ont fonctionné, ont porté leurs fruits dans une quarantaine de pays, c'est que la plupart d'entre elles, 60 sur 63, ce sont dans des pays démocratiques. La deuxième chose, c'est les travaux en sciences politiques, en sciences sociales, qui comparent la qualité de l'action pour le climat et la qualité de la vie démocratique, montrent que les deux sont intimement liés. Plus l'indice de qualité de la vie démocratique est élevé,
plus l'action pour la protection de l'environnement et le climat est efficace. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les sociétés qui sont les plus démocratiques, donc on a en fait, vous savez, le respect des droits humains, et les enjeux du climat touchent aux droits humains fondamentaux. C'est un aspect en fait assez intimement lié à la question de l'action par rapport au changement climatique. Les pays très démocratiques, ils ont aussi une presse indépendante. Ils accordent une large place à la société civile. Ils ont une capacité à engager des dialogues qui mobilisent les collectivités locales et territoriales, les entreprises, les organisations syndicales, les ONG, la jeunesse. Et en fait, ce sont ces processus de délibération, en réalité, qui permettent d'appuyer, de mettre en œuvre et de tenir dans la durée des politiques publiques de transition écologique efficaces, avec des objectifs clairs, des rôles et des responsabilités clairement établis, un cadre de transparence qui fait participer justement la décision publique et le regard citoyen. Cette transparence, cette qualité de la vie démocratique, elle est importante pour la confiance dans les institutions, vous le comprenez bien, dans l'action publique. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est qu'on est devant une obstruction inédite sur les dernières décennies. Par rapport à l'action pour le climat, elle est inédite. Elle est spectaculaire aux États-Unis, elle est très visible en Europe également. Elle est organisée, financée, pensée, structurée et mise en œuvre. Alors, quels sont les deux grands facteurs qui sapent la capacité des démocraties à délibérer et à agir pour le climat ? Dans les travaux scientifiques que j'ai lus, deux principaux sont identifiés. Le poids des énergies fossiles ou des secteurs d'activité qui dépendent des énergies fossiles, qui, lorsque même il y a des objectifs ambitieux qui sont définis, vont saper en fait la capacité à mettre en œuvre les politiques publiques et vont avoir un effet de corruption, parfois diffus, multiple, à différents niveaux. Et la deuxième chose, ce sont les très fortes inégalités sociales, et notamment les personnes très influentes, avec des revenus importants, des styles de vie très émetteurs, hostiles à ces transformations et qui exercent une influence disproportionnée, parfois notamment en étant propriétaires de groupes de médias. Et cette obstruction inédite, organisée et structurée, quelle forme elle prend ? Elle prend des formes de désinformation par rapport aux faits scientifiques, par rapport aux leviers d'action. Et elle prend également, donc, elle soutient différentes approches, on va dire, de différents partis politiques populistes. Ensuite, elle prend souvent la protection de l'environnement comme bouc émissaire, y compris lors d'événements extrêmes. Ça fait partie de la désinformation. Et puis enfin, la dernière chose, et ce qui est particulièrement notable aux États-Unis, donc je boucle ma boucle, c'est que ce que l'on voit, c'est que dès qu'on a des assemblées citoyennes, des conventions citoyennes, une vie démocratique qui fonctionne bien, il y a une aspiration à une action, une transformation profonde pour agir pour le climat. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ça cherche à saper, à rendre tout clivant, à affaiblir la capacité de délibération démocratique. Et puis la deuxième chose, c'est que les faits scientifiques, ils sont très clairs. L'influence humaine sur le climat, qui est la cause de cette accumulation de chaleur, la capacité à agir, les technologies propres, les solutions fondées sur la nature, tout ce qui touche sur la demande, l'efficacité et la sobriété, on est à un moment en fait où on a la capacité à déployer, à changer d'échelle sur les solutions, et on l'a vu dans la présentation précédente. Et donc c'est parce qu'il y a cette capacité de transformation, de sortie des énergies fossiles, ces faits scientifiques très clairs, que c'est la production de connaissances qui est ciblée. Et donc ce qu'on voit aux États-Unis, mais on le voit aussi en Europe, c'est une attaque inédite sur les travaux scientifiques qui portent notamment sur le changement climatique, les inégalités environnementales, d'autres domaines de connaissances, les énergies propres, la pollution. Et donc on voit qu'en fait, finalement, c'est cette relation science-société, mais aussi la qualité de la vie démocratique qui sont ciblées. Donc je pense qu'agir pour le climat, ça demande de comprendre ces mécanismes d'obstruction, ça demande de renforcer les relations science-société, des enjeux de démocratisation des connaissances scientifiques, de sorte à pouvoir faire face sur les différents fronts à ces formes d'obstruction inédites et permettre de changer d'échelle dans l'action pour le climat. Merci. Hyper clair. Merci Valérie. En plus, tu viens
d'avoir les chiffres qui prouvent qu'il y avait un pacte indissociable entre la démocratie et la lutte pour le climat. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle et c'est un passage fabuleux vers Cyril, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui ce sont les faits qui sont attaqués. En revanche, on peut se poser la question si le bon combat, c'est les faits ou c'est autre chose que les faits, et c'est vraiment ce que tu as, toi, inventé, hein, je dirais, contribué, c'est cette approche qui, au-delà d'être sur les faits, raconte une histoire, et comment cette histoire peut changer beaucoup plus radicalement les choses, et puis avec les succès que tu as eu, aussi avoir un impact majeur, parce qu'il ne s'agit pas de raconter seulement des histoires, il faut aussi qu'elles soient entendues. Comment tu peux nous raconter finalement cette vision que tu as de l'histoire comme étant le mode d'action? Bonjour tout le monde. Pour moi, en fait, juste pour prendre la continuité de ce que disait Valérie et pour le reformuler d'une autre façon, la raison pour laquelle on n'arrive pas, et moi ça fait une vingtaine d'années que je milite sur ce sujet-là, qu'on n'arrive pas à faire des progrès beaucoup plus significatifs, c'est effectivement fondamentalement un problème démocratique. Valérie parlait de travaux de chercheurs et de chercheuses sur justement les modes de fonctionnement démocratique, et il y a notamment une étude assez célèbre en 2014 d'un chercheur qui s'appelle Martin Gilens, qui avait étudié des milliers de décisions publiques sur une décennie aux États-Unis et qui en était arrivé à la conclusion que dans l'immense majorité des cas, les citoyennes et les citoyens comme vous et moi avons extrêmement peu d'influence sur les décisions des gouvernements. Et que ceux qui ont le plus d'influence, c'est les 10% les plus riches de l'élite économique. Or, aujourd'hui, parmi les 10% les plus riches de l'élite économique, en tout cas ces dernières décennies, on a trouvé majoritairement des compagnies pétrolières et des gens qui étaient dans les énergies fossiles. Si vous regardez ces 20 dernières années, les 10 entreprises qui gagnent le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires, vous allez trouver entre 8 et aujourd'hui, je crois que c'est de l'ordre de 5 entreprises des énergies fossiles. Donc on voit bien que là, il y a une forme d'obstruction, il y a une forme de blocage. Comment dépasser ce blocage? Ça, c'est vraiment une question que je me pose depuis presque 20 ans, donc. Et à force de regarder les endroits où on a connu des bascules profondes, parce qu'on est dans un moment où on a besoin de changer de récit collectif, changer de façon de regarder le monde, peut-être changer même de direction, changer l'objectif qu'on donne aux civilisations humaines. Est-ce que ça continue à être ce qu'on a appelé le progrès dans les années 60-70, qui comprend donc une large part de croissance économique, ou est-ce que c'est défendre et perpétuer la vie sur cette planète? Et donc aujourd'hui, il y a des économistes, par exemple quelqu'un comme Éloi Laurent, qui dit si on devait donner de nouveaux indicateurs, peut-être qu'un indicateur de santé serait plus pertinent, de santé globale, santé des écosystèmes qui est indissociable de la santé des humains. Et donc si nos sociétés se donnent un objectif de santé, on voit bien qu'on organiserait nos activités de façon très différente, et qu'il y a des entreprises dont l'activité ne concorderait pas avec ces objectifs. Si vous êtes McDonald's aujourd'hui et que votre activité c'est de vendre des burgers partout sur la planète, et qu'on sait aujourd'hui que ces burgers, non seulement ça a une incidence sur le changement climatique parce que c'est de l'élevage intensif de bovins, mais qu'en plus c'est de la monoculture de patates à grand renfort de pesticides, mais qu'en plus ça donne plutôt du diabète, de l'hypertension, du surpoids à tout un tas de personnes sur la planète. Bon, on voit bien que là, on a une problématique, si on parle d'entreprise à mission, qui a besoin d'être traitée. Donc si on regarde des sociétés et des moments de l'histoire où des basculements ont eu lieu, typiquement quand on est passé de la monarchie à une démocratie représentative, quand on a connu la fin de l'esclavage, quand on a connu la fin de la ségrégation, le droit de vote des femmes, à chaque fois, il me semble qu'il y a 3 éléments qui rentrent en conjonction les uns avec les autres. Le premier, ce sont des gens qui sont capables de penser le monde autrement que comme il est. Donc, qui sont capables de proposer d'autres récits du futur. Typiquement, quand Martin Luther King dit « I had a dream », il se projette déjà dans un monde où ses petits-enfants pourraient avoir les mêmes droits que des personnes blanches. Ce monde n'existe pas encore. Aujourd'hui, on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes qui sont capables... C'est ce que, si vous avez vu Rob Hopkins peut-être, qui était là, c'est parmi les gens qui font ce travail-là,
de nous projeter dans le futur, de libérer notre imagination. Et c'est typiquement ce qu'on a essayé de faire avec le film Demain qu'on avait fait avec Mélanie Laurent. C'est de se dire à quoi le monde pourrait ressembler si on mettait bout à bout tout un tas de pratiques qu'on connaît déjà et qui nous semblent aller vers de la soutenabilité. Ça, c'est le premier élément. Et ces récits, ils peuvent être à la fois des films, ils peuvent être des livres, ils peuvent être des discours politiques. Je vous parlais de Martin Luther King, mais ça peut être aussi des pratiques. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de filmer dans Demain, c'est des gens qui racontent un autre récit de l'agriculture, un autre récit de la production énergétique, un autre récit de l'économie, un autre récit de l'éducation, de la démocratie, etc. Parallèlement à ça, on voit que dans toutes ces mobilisations qui ont provoqué des basculements, il y a eu des rapports de force. Pourquoi des rapports de force? Parce que, comme je vous le disais précédemment, il y a des gens qui font, et c'est ce que disait aussi Valérie, délibérément obstruction aujourd'hui, qui ne veulent pas que ça change. Pourquoi ils ne veulent pas que ça change? Parce qu'ils ont besoin de préserver leurs intérêts, qui sont des intérêts économiques, des intérêts de classe, des intérêts de pouvoir. Et évidemment, ces personnes-là, qui n'ont pas intérêt que ça change, elles sont à des positions assez déterminantes, politiquement, économiquement, et ont des capacités d'aiguillage et d'orientation de la société qui sont très fortes. Donc, de tout temps, ces rapports de force ont existé. Typiquement, au moment de la Révolution française, on voit bien que ce n'est pas Louis XVI qui a dit « Venez tous, on va faire une république, ça va être formidable, on va faire des élections au suffrage universel ». Évidemment que non. Il représentait l'establishment. Aujourd'hui, ce rapport de force se joue à la fois dans la rue, avec justement des citoyennes et des citoyens qui vont manifester, à la fois par de la désobéissance civile, à la fois dans les tribunaux, par des batailles juridiques, à la fois sur le terrain politique, c'est-à-dire des gens qui s'engagent dans un combat pour défendre d'autres idées, à la fois sur le terrain financier, dans la volonté de réorienter par exemple un certain nombre de flux financiers vers une économie qui serait plus soutenable, plus régénératrice, versus une économie qui continue à détruire les écosystèmes. Et ce rapport de force-là, il a besoin de s'intensifier, et il y a de très fortes chances qu'il s'intensifie pour le troisième élément qui me semble être présent à chaque fois et agir comme un catalyseur sur les deux premiers, qui sont des circonstances historiques. Typiquement, si on pense aux droits des femmes au Royaume-Uni, il y a à la fois des personnes qui ont été capables d'imaginer un monde où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits civiques, à la fois eu des rapports de force et qui se sont intensifiés à un moment, notamment avec le mouvement des suffragettes. Et ce qui a joué le rôle de catalyseur, c'est certainement la Première Guerre mondiale, où des millions d'Anglais sont partis au front, des millions d'hommes. Les femmes les ont remplacés à tout un tas de postes clés de la société. Et au sortir de la guerre, quand le Royaume-Uni a opéré une réforme assez profonde de son système de suffrage pour aller vers le suffrage universel, il était beaucoup plus compliqué de dire aux femmes que c'était des citoyennes de seconde zone, alors qu'elles avaient prouvé le contraire, et qu'en plus un déséquilibre démographique s'était établi dans la société. Donc, ce conflit-là, tout comme la Deuxième Guerre mondiale pour le mouvement de décolonisation, par exemple, a joué un rôle de catalyseur. Il me semble qu'aujourd'hui, le changement climatique et toutes les conséquences du péril écologique va jouer ce rôle. Et plus les conséquences du changement climatique vont être profondes, plus un certain nombre de gens vont rentrer dans des rapports de force, et plus ça va pousser des personnes à inventer d'autres façons d'habiter cette planète et d'autres façons d'organiser la société. Merci. Alors là, je trouve que, tu vois, ce qui m'a touché là, quand tu racontes des nouveaux récits, c'est que tu vois comment on se projette. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en arrière de la main, voire niant le réchauffement climatique parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer d'autres scénarios. Donc, je pense que le récit marche aussi, pas seulement pour mobiliser ceux qui veulent et s'aligner, mais aussi sur l'autre. La société ici, on a pas mal parlé des entreprises comme étant potentiellement un pouvoir économique qui jouait contre le combat climatique. C'est aussi un levier d'engagement. On a énormément d'entreprises qui se sont engagées dans les dernières années dans des combats. Alors ce combat, si on reçoit des lettres de la Maison-Blanche sur certains thèmes, là aussi il est extrêmement fragile. Mais il y a quand même dans les entreprises qui sont des gros acteurs citoyens, des capacités de mobilisation. Chloé, est-ce que tu peux nous en parler ? Ça marche ? Ça marche. Bonjour à tous. Oui, donc moi je vais vous parler des entreprises et démocratie.
Dans mon entreprise, pendant longtemps, on a équipé essentiellement les gouvernements, municipalités, ministères, des grosses institutions. Et puis 6 mois avant les élections européennes, on s'est posé avec l'équipe et on se demandait comment on allait réussir à mobiliser tous ces citoyens européens autour des élections. Et malheureusement, pour les européennes, il y a un gros enjeu d'abstention. Et je pense qu'il y a peu de citoyens européens, peut-être qu'ici, on est plutôt mobilisés, mais en soi, il y a peu de gens qui connaissent leurs députés. Donc on se creusait un peu les méninges de comprendre comment on va réussir à mobiliser toutes ces personnes, sachant qu'on pressentait une montée du populisme assez extraordinaire et un recul des idées un peu plus progressistes. Donc un soir d'insomnie, parfois ça sert à quelque chose, on s'est dit ok, si jamais les politiques ont un peu de mal à mobiliser, pour ces européennes, on va réunir des entreprises, parce que nous, entreprises, on a un petit levier de mobilisation qui est, on fait du marketing, on raconte des histoires, on a des audiences. Certaines d'entre nous pensent que c'est une super belle responsabilité. Et on peut inviter de manière totalement non partisane, ensemble les Européens, ou en tout cas nos communautés, à aller voter. Et on s'est dit évidemment, si on est nous, civocratie tout seul, ça va être un peu tarte. Mais si on arrive à en mobiliser 10, 20, 50, 100, 200, potentiellement, on peut vraiment aller toucher beaucoup de monde. Donc on s'est mis en branle-bas de combat, on s'est associé avec des fondations, avec des groupes plus activistes, et on a monté une campagne qu'on a appelée Vote Anyway. Volontairement, on voulait sortir d'un discours un peu angélique sur la démocratie, on voulait un truc un peu décalé, un peu rigolo, et surtout que les entreprises puissent adapter un petit peu à leur sauce. Donc tu vends des aspirateurs, tu pouvais dire si ce jour-là tu avais prévu de faire ton nettoyage de printemps, le 9 juin, quoi qu'il arrive, vote anyway. Et donc on est passé assez rapidement de 1 à 10 à 20, on était 350 à la fin. On a touché à peu près 20 millions de citoyens. Est-ce que ça a changé la face des élections? Je ne sais pas. En tout cas, oui. Voilà, bon, c'était un super mouvement d'entreprise qui pouvait montrer que, déjà, c'est aberrant que la démocratie soit l'angle totalement mort de la RSE. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, qu'à plusieurs, on pouvait véhiculer des messages extrêmement forts en gardant notre place qui était non partisane. Mais comme disait Valérie, il faut élire les bonnes personnes et pour ça, il faut que les citoyens aillent voter et se mobiliser. Donc ça, c'était la première chose. On s'est remis en ordre de marche pour les législatives. On a remobilisé beaucoup d'entreprises en France. On l'a changé un petit peu avec le nom qui s'appelait On Vote et on a touché pas mal de gens. Et donc le lien avec le climat, c'est que depuis, on remobilise d'autres entreprises qui travaillent sur des thématiques de transition. Donc on est installé à Berlin. En ce moment, on travaille avec le ministère de l'Environnement et pendant 3 ans, on va organiser des campagnes en réunissant une quinzaine d'entreprises qui travaillent sur un sujet de transition particulier. Donc en ce moment, on travaille sur la transition alimentaire et ces entreprises, elles bossent sur la préservation de la biodiversité, les déchets, le local, les saisonniers. On a des coops, on a Too Good To Go qui est un peu plus connu, etc. Et ensemble, au lieu de faire leur petit marketing chacun de leur côté, elles vont essayer de mobiliser des audiences nouvelles, parce que pour moi, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de sortir de nos bulles. Ici, c'est trop chouette. En général, on est plutôt d'accord. Mais d'aller comprendre comment on va aller chercher des audiences qui ne sont pas forcément contre, mais en tout cas qui sont un peu au milieu, autour des thématiques du climat, de la transition. Il y a un point commun entre ce que fait Chloé et ce qu'on fait chez Make.org, c'est l'obsession d'aller toucher les gens qui sont loin du sujet. Aller engager les désengagés, c'est bien, hein, ça les mobilise, mais fondamentalement, ça ne change pas la donne. Et donc, c'est vraiment ça qui a fonctionné sur Vote Anyway. Ça a été ce chemin décalé en termes de canal, mais aussi en termes d'audience, d'impact, sur justement la population qui, a priori, s'en foutait. Donc, c'est vraiment un élément important. Hein. Souvent, le combat est concentré sur la surmobilisation de gens déjà mobilisés. C'est ce que tu as fait dans Demain, tu as ouvert le champ. Et c'est ceux-là qui vont changer la donne, c'est cet espace-là. Alors Pierre, toi, tu es un peu un ovni, parce que tu es surtout le spectre de l'activisme, tu as eu des actions politiques en tant que député européen. Donc je pense que tu as une vision assez claire, ou en tout cas singulière, du lien entre mobilisation civile et action publique, et comment ça s'applique à la situation d'aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Axel disait tout à l'heure que notre action n'est pas à l'échelle et même qu'on est en recul. Et quand on entend Valérie, on est un certain nombre à se dire quand même que ça sent pas bon, que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on a créé le GIEC et qu'on vient ici pour se recharger, on va sortir avec plein d'énergie, on a vu des gens sympas et plein d'initiatives. Mais au fond de nous, on est quand même tous et toutes très inquiets en disant putain, a priori, c'est mal parti quand même. Si on regarde les 3 ou 4 scénarios principaux, tout ça peut très très mal finir quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit. Même l'autre jour, le Premier ministre français disait les 4 priorités pour le budget de l'année prochaine. Il n'a pas parlé une minute du climat. Donc il n'y a aucun doute qu'a priori, ça peut très mal finir si on n'est pas capable de créer de l'inattendu. Et Cyril a rappelé qu'il y a des fois où les citoyens créent la surprise. Le droit de vote des femmes, la fin de l'apartheid, la fin de l'esclavage, il y a eu des victoires. Et moi, j'aimerais en rappeler d'autres. Je ne sais pas si la caméra peut faire un zoom. Ça, c'est en 1872. Il y a des moments où les politiques ne sont pas du tout à la hauteur et où les citoyens reprennent les choses en main. Cet épisode n'est pas très connu, mais il est assez génial. En 1872, vous voyez peut-être l'Assemblée nationale. C'est un énorme bazar, pour être poli. Les mecs s'engueulent, il n'y a rien qui sort. Et le peuple entoure l'Assemblée avec 1 200 000 pétitions pour dire on veut une loi sur l'éducation gratuite et obligatoire. La laïcité viendra après. Mais je ne sais pas si vous voyez les carrioles qui viennent de Bretagne, de Toulouse, de Nancy, avec 1 200 000 pétitions, on peut dire on veut une loi sur l'éducation. Moi, je crois que c'était Jules Ferry qui avait fait le job, mais Jules Ferry a oublié de dire et qu'il y avait eu un petit mouvement citoyen avant pour lui foutre la pression. Et pour rassembler 1 200 000 pétitions à une époque où il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas Internet, il et elle étaient assez motivés. Un autre exemple, c'est en 1936, Léon Blum ne croyait pas du tout aux congés payés. Vous ne trouverez aucun discours, aucun tract du Front populaire pour parler des congés payés. Léon Blum pensait que c'était juste pas possible. Et le peuple est dans la rue, joyeusement, sans violence, et le peuple fout la pression sur Léon Blum jusqu'à qu'on ait une loi sur les congés payés. Et à la fin de sa vie, Léon Blum sera très content d'avoir fait cette loi. Et aujourd'hui, on est des millions à en profiter. Et en matière économique, c'est le premier secteur d'emploi. Donc non seulement c'est possible, mais c'est le premier secteur d'emploi en France ou en Espagne, le tourisme. Donc oui, c'était possible. Troisième exemple, c'est la fin du mur de Berlin. Je me souviens de mes cours à Sciences Po, tout le monde, c'était 6 mois avant la fin du mur, où le meilleur spécialiste de l'Allemagne nous disait que le mur de Berlin est encore là pendant 50 ans au moins, qu'on ne verrait jamais la fin du mur. Il était le meilleur spécialiste du sujet. Et 6 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Et ce n'est pas les grands chefs, ce n'est pas Gorbatchev, Helmut Kohl qui l'ont décidé, c'est des gens comme vous et moi. Au début, c'est 3 ou 4 copains et copines qui prennent un verre en disant « Mais purée, j'ai envie d'être libre, j'ai juste envie d'être heureux dans ma vie, j'ai envie d'être libre. Et ce mur de Berlin fout en l'air ma liberté. » Et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de critiquer les politiques. J'ai été élu à un moment et tout est important, mais il s'agit de se dire qu'effectivement, comment on s'organise. En n'étant pas naïf, Valérie a parlé des blocages, tu as dit des obstructions inédites. Et oui, je pense que tous et toutes, on est ici des humanistes et on pense que chacun et chacune veut œuvrer pour le bien commun, mais hélas, c'est plus compliqué que ça. J'ai été député européen pendant 5 ans et je peux témoigner du cynisme et de la force des lobbies. Oui, on a créé le GIEC en 88 parce que déjà en 88, les travaux des scientifiques étaient assez clairs pour que même des conservateurs comme Reagan ou Thatcher disent « Oui, on a un problème avec le CO2 ». Donc le diagnostic était assez clair en 88. Mais quand on voit où on en est en 2025, il faut quand même comprendre qu'est-ce qui bloque volontairement. Et donc il y a pour compléter ce que vous avez déjà dit, les amis, le lobby pétrolier. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est massif. On a porté plainte même au pénal avec d'autres associations contre Total Energy, soyons clairs. En 1971, dans le journal un peu haut de gamme de Total Energy, il parle déjà du réchauffement climatique dont les conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer. Je cite mot à mot. Le réchauffement climatique dont les conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer. On est en 1971 dans le journal un peu haut de gamme de Total Energy. Mais en 91, quand la Commission européenne, après la création du GIEC, veut mettre en place un immense projet d'investissement dans les transports en commun, en décembre 91, ça n'est pas tellement connu, mais en décembre 91, le commissaire européen chargé du climat sort 150 pages passionnantes pour dire comment est-ce qu'on investit pour que les gens n'aient plus besoin de la voiture a priori pour aller au boulot ou dans leur vie quotidienne. En décembre 91, il veut un gros plan d'investissement pour aller vers des villes sans voiture, c'est le titre. Et là, les lobbies du pétrole se déchaînent
On a des preuves écrites que Total Energy, que Elf se déchaîne pour casser le commissaire et le pousser à la démission. Le responsable de Elf dit on a fait du bon boulot, mais les gens de chez Total étaient encore mieux organisés que nous. Et le commissaire européen démissionne en mai 92. The Economist dit que c'est le lobbying le plus féroce qu'on a jamais vu pour foutre en l'air ce projet. Or, si on avait commencé en 91-92 à investir massivement dans les transports en commun, dans les pistes cyclables, dans des voitures beaucoup plus légères, aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de particules fines dans nos poumons et beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il n'y a aucun doute que Total savait et qu'ils ont continué à agir. Sur la question du pipeline EACOP, on a obtenu que le Parlement européen vote une résolution pour demander de stopper le pipeline EACOP, ce pipeline géant que veut faire Total Energy. Et on a la preuve écrite que c'est Total, le dictateur Museveni, le dictateur ougandais, était furieux quand le Parlement européen a demandé de stopper EACOP en disant les Européens nous énervent parce que c'est M. Pouyanné qui m'a donné l'idée de faire ce super pipeline. Donc on nous fait croire, parfois M. Pouyanné nous explique qu'il est gentil, qu'il est au service du bien commun, mais là on a quand même le président, le dictateur ougandais, qui fait 2 communiqués écrits pour dire notre projet au début était très différent, c'était juste faire quelques forages pour faire du gaz, pour stopper la déforestation et que l'on puisse faire la cuisine avec du gaz. Je ne vais pas soutenir M. Museveni, mais son projet au début était beaucoup moins catastrophique pour la biodiversité et pour le climat. Et c'est Patrick Pouyanné et Total Energy qui l'ont convaincu de voir les choses en grand, de faire des centaines de forages dans un parc naturel magnifique et de faire le plus gros pipeline chauffé. Donc oui, le lobby du pétrole, il continue avec un cynisme absolument monstrueux puisqu'il n'y a plus aucun doute aujourd'hui sur la gravité de ce qui se passe. Le lobby des banques, vous avez parlé des gens qui gagnent bien leur vie. On peut dire encore plus précisément, j'étais rapporteur général du budget. Le Parlement européen a voté 3 rapports pour dire il faut trouver de l'argent pour la rénovation thermique. Une rénovation, c'est en moyenne 30 000 ou 40 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 ou 40 000. Il faut de l'argent pour les transports en commun, il faut de l'argent pour aider les agriculteurs. Donc le Parlement européen, à 75% des députés, très large, a dit il est temps de mettre en place une petite taxe sur les marchés financiers. Une taxe de 0,1%. Ça a été voté par l'ensemble du Parlement qui rapporterait 57 milliards chaque année. On a mis le chiffre, on aurait 57 milliards chaque année. Ça ne réglera pas tout, mais ça ferait du bien. Et on a la preuve écrite que c'est le lobby bancaire, avec l'aide de Bruno Le Maire, qui s'est déchaîné. Donc, face à ce lobby du pétrole, face à ce lobby bancaire, il faut un lobby citoyen, il faut s'organiser. Il ne suffit pas d'en parler, il faut qu'on s'organise. Et dernier point, je pense qu'il faut qu'on fasse encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui, le lien entre la question du climat, de la santé et du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, toutes les enquêtes montrent que la plupart des Français ont conscience de l'urgence climatique. L'enquête de l'ADEME dit que 52% des Français disent qu'ils sont directement touchés. Ils ont été l'an dernier directement touchés par les inondations ou par les maisons qui se fissurent ou par des canicules. Mais le problème numéro 1 pour beaucoup de gens, c'est le pouvoir d'achat. De même, quand on dit pourquoi est-ce que Trump a été élu ou pourquoi est-ce que Biden a perdu, c'est la question de la plupart de nos pays, c'est la question du pouvoir d'achat qui domine les préoccupations. Donc je pense que nous pensons, on est en train de faire un collectif qui travaille là-dessus, qu'il faut faire un lien encore plus clair entre la question du climat, la question de la santé et la question du pouvoir d'achat. Et dire qu'aujourd'hui déjà, le dérèglement climatique fait des milliers de morts à travers le monde, mais qui nous coûte de plus en plus cher à tous et toutes dans la vie quotidienne. Là, le tarif des assurances, tous ceux et celles qui ont une maison en France, plus 15% pour le tarif des assurances cette année, plus 15% à cause des inondations. Le prix de l'huile d'olive, le prix du café, plus 78% le prix du café à cause des gelées au Brésil. Il ne gèle jamais au Brésil, mais l'an dernier, il a gelé au Brésil et 20% des caféiers sont morts, donc le prix du café flambe. Pareil pour le prix du chocolat, le prix de l'huile d'olive flambe. Les récoltes de blé en France, moins 25% l'an dernier, moins 25% sur le blé, moins 18% sur la récolte de vin, moins 40% sur la récolte de miel. Tout ça a un impact sur les agriculteurs, mais aussi sur notre vie. Une copine qui est activiste à Bruxelles me disait qu'elle ne pouvait plus acheter d'huile d'olive de qualité. C'est tout bête, mais elle me dit je ne peux plus acheter d'huile d'olive de qualité, tellement ça a flambé à cause des sécheresses. Les sécheresses en Espagne font flamber le prix de l'huile d'olive, les sécheresses en Californie font que le jus d'orange est de moins bonne qualité ou flambe. Donc il faut montrer qu'on va vers, si on continue le blabla, on va vers un monde de plus en plus dangereux et où tout sera plus cher et où ça peut très très mal finir, et que par contre, si on met en place des politiques de rénovation thermique, de transport en commun, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour la santé, pour l'air qu'on respire, mais c'est mieux aussi pour le pouvoir d'achat. Je me souviendrai toujours ce monsieur qui vit dans un HLM dans le sud de la France et qui dit ça y est, depuis 3 ans, on a fait une rénovation thermique, on a fait une rénovation complète de l'immeuble, j'ai beaucoup moins chaud l'été, j'ai beaucoup moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage.
je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Donc il n'y a pas à choisir entre le climat et la justice sociale. Par contre, oui, si on veut mettre en place des grandes politiques de rénovation, de transport en commun, d'aide à l'agriculture, il faut, face au lobby bancaire, obtenir la taxe sur la spéculation, une taxe sur les milliardaires. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se rassemble. On est en train de créer un collectif avec des jeunes, des vieux, des scientifiques, des gens de droite, de gauche. Honnêtement, je pense qu'il faut qu'on foute un coup de pied dans la fourmilière pour arriver à mettre en place ces politiques. Merci. Merci. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à vous, je ne doute pas qu'il y aura des questions. Généralement, la première question est la plus dure, donc on peut passer tout de suite à la seconde si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il y a des questions dans le public pour notre panel d'exception? Là, alors je ne sais pas où sont les micros. Oh là, il y a plein de questions, mais il n'y a pas de micro. Ah, les micros arrivent. Pas de questions? On fait une question alors? Elle est partie. Donc, monsieur, c'est la question de la salle, hein, donc il faut qu'elle soit vraiment bonne. Hein. Waouh, grosse pression. Ma question est très simple. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui en ayant des partis politiques? Est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre des décisions en intelligence collective? Est-ce qu'il ne faut pas changer de système politique? Très clair. Très clair. Là, je pense que Cyril va vouloir parler tout de suite. Je commence. C'est moins intimidant avant Cyril. Si, bien sûr. En fait, tout est systémique. Il faut commencer par quelque part. Je pense que ici, ça illustre très bien, du côté politique ou scientifique ou activiste ou des entreprises, par quel bout on essaye de faire, changer le système démocratique, changer la manière dont on fait. C'est clairement le puzzle avec Axel sur lequel on travaille. Nous, on s'y attelle avec des outils digitaux, des stratégies de campagne pour inclure les citoyens et les citoyennes autour de la chose publique, autour des thèmes de la transition, autour des idées pour qu'on ait envie de changer. Est-ce qu'on peut le faire en un jour? J'aimerais bien, c'est pas possible. Mais oui, il y a clairement une refonte et repenser la démocratie. C'est aussi une nouvelle histoire aussi autour de la démocratie. Aujourd'hui, ça a été bâti sur un certain contexte et ça continue à travailler de la même manière des années et des années après. Et il y a quelque chose à réinventer. Je sais pas quoi dire en 2 minutes, quoi, mais oui, bien sûr. Moi, je crois que la démocratie est vraiment le moyen de s'en sortir. Ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire plus la qualité démocratique est grande dans les pays, plus, d'une certaine manière, les politiques écologiques sont ambitieuses. Mais au-delà de ça, si on regarde des pratiques démocratiques qui vont plus loin, c'est-à-dire des pratiques de démocratie directe, de démocratie délibérative, justement comme des assemblées citoyennes tirées au sort, il y en a eu plusieurs centaines ces dernières années. Et on voit qu'à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, des personnes tirées au sort qui, justement, ne sont pas pris dans un faisceau d'intérêts, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis à des formes de corruption, qui n'ont pas besoin d'être réélus et donc qui ne sont pas dans des contraintes qui les obligent à être, enfin, qui les rendent perméables au lobby. À chaque fois, ces assemblées citoyennes formulent des propositions qui sont infiniment plus ambitieuses que ce que tous les gouvernements ont formulé ces 10, 20, 30, 40 dernières années sur le sujet. Donc ça devrait nous poser des questions. D'autant plus que, ce que je vous disais tout à l'heure, on ne vit pas vraiment dans une démocratie très aboutie. On vit dans une forme de démocratie. C'est mieux que... Parce que dès qu'on dit ça, c'est t'as qu'à aller vivre au Venezuela, en Russie. Bon, ok, donc on est dans une forme de démocratie qui est plus aboutie que dans certains autres pays. Mais on voit que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où cette oligarchie devient de plus en plus visible, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quelques personnes qui concentrent énormément de pouvoir et de richesse et qui orientent les décisions pour tout un pays, qu'en fait, c'est déjà préexistant dans nos modèles actuels. Et qu'il existe encore des contre-pouvoirs. Heureusement, il existe une presse libre, il existe la liberté d'expression, il existe la justice. Mais que ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire la fameuse phrase de Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple,
on n'a jamais vraiment essayé. On n'a jamais vraiment essayé de permettre à tout un chacun de participer de façon extrêmement quotidienne, presque, à l'orientation de nos sociétés. Et c'est peut-être ça qui pourrait nous sauver aujourd'hui. Pour finir là-dessus, lisez il y a des livres formidables. Il y a un livre qui s'appelle Contre les élections, par exemple, de David Van Reybrouck, un livre qui s'appelle Open Democracy de Helen Landmore sur le sujet, qui montre bien que cette innovation démocratique, elle est déjà là. Aujourd'hui, on pratique la démocratie comme on l'a pratiquée il y a 250 ans, alors que l'immense majorité de la population ne savait pas lire et n'avait pas accès à l'information. C'est-à-dire que la façon dont on pratique la démocratie est réellement préhistorique aujourd'hui. Donc on a besoin de passer à la version 2.0, 3.0, 4.0 de la démocratie. Et c'est sans doute ça qui nous permettrait de nous en sortir. Moi, je ne peux pas me résister à donner mon point de vue sur le sujet. Il n'y a aucun doute, comme l'a dit Cyril, qu'il faut remettre à plat. La démocratie, elle a été inventée il y a très longtemps sur un principe majoritaire. Elle a été renforcée par le principe républicain, la séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, ce système a ses propres limites et ne permet pas d'être à la hauteur des enjeux et de s'abstraire des influences non démocratiques, si je peux résumer. Donc oui, il faut le faire changer. Moi, je pense que le combat, il est dans l'exercice du pouvoir. Il y a les élections et les exercices du pouvoir. Ce qui n'existe plus, c'est il y a les élections, c'est bon, c'est ça la démocratie, et le reste, il n'y a plus de démocratie. Ça, c'est certain que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est vicié, mais ça ne marche pas surtout parce qu'il n'y a plus, il y a une impuissance publique. En fait, l'élection n'arme plus, au-delà qu'elle soit bien armée ou mal armée, mais la capacité d'agir. Donc oui, il faut changer tout. Là où je mettrais un bémol, c'est sur le fait de croire que parce que la démocratie serait plus directe, elle serait moins manipulable. Et là, ça nous oblige à avoir un devoir de lucidité extrêmement fort. Parce qu'on a tous envie de se dire, tout le monde a le droit de décider, mais si c'est spolié d'autres manières, parce que les groupes d'intérêt ne vont pas disparaître d'un seul coup, ils vont se saisir de cet nouvel espace. Donc moi, je crois plutôt à un équilibre entre une démocratie représentative et une démocratie de l'exercice du pouvoir, beaucoup plus innovante et forte que ce qu'elle est aujourd'hui, mais je ne suis pas pour un all-in complet, parce que j'ai l'impression de lâcher la proie pour l'ombre. Alors, on m'avait interdit une question de plus. Ah mais oui, très bien. Oui, et en fait, quand on a parlé climat jusqu'à présent, on a plutôt mis l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a une autre dimension très importante qui est la construction, la délibération, la mise en œuvre de chemins d'adaptation avec des options disponibles aujourd'hui qui seront plus disponibles demain dans un climat plus chaud, des aspects d'ingénierie, des aspects de solutions fondées sur la nature, des aspects de solidarité liés à l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est plutôt à l'échelle territoriale qui a besoin de les construire. Et il y a besoin effectivement de davantage de délibération à l'échelle territoriale par rapport à la construction, la mise en œuvre de ces chemins d'adaptation. Qui décide, qui on protège en priorité, quelle vulnérabilité, comment on en tient compte. Et on n'en a pas parlé, mais c'est un point extrêmement important, mais qui est davantage, je dirais, à l'échelle locale ou territoriale. Et moi, à titre personnel, dans une démocratie pluraliste, j'aimerais que les partis politiques soient plus explicites sur leurs propositions en termes d'adaptation, en termes de décarbonation. J'aimerais, comme citoyenne, pouvoir comparer des projets qui passent par un minimum de travail de suivi, d'évaluation de qualité sur la base de faits scientifiques. Et aujourd'hui, ça reste très difficile. C'est-à-dire que les propositions qui émanent des partis politiques, elles sont souvent assez superficielles à lire. On sent qu'il y a un manque de travail de fond. Et j'aimerais que ce soit renforcé. J'aimerais aussi qu'il y ait davantage de rôle dans les délibérations au niveau du Parlement, qu'on ait davantage en fait, de capacité à évaluer des projets de loi, leur cohérence avec les engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon sens, manque beaucoup actuellement. Puis enfin, il y a tout le cadre juridique à faire évoluer pour la démocratie. Le Code de l'environnement, par exemple, n'a pas été pensé pour un climat qui change. Il n'a pas été pensé par rapport aux connaissances qu'on a sur les écosystèmes ou leurs fonctions et leurs services. Et donc, il y a aussi tous ces enjeux-là de faire évoluer les règles du jeu qu'on se fixe collectivement par rapport aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Évidemment, Pierre.
Pardon, très rapidement, sur le fait qu'on est dans une démocratie très très imparfaite. Évidemment, quand on voit ce qui se passe en Chine ou en Russie, on est dans une démocratie, mais on est quand même dans un système très bloqué. Je crois que quand la dictature est tombée en Roumanie, il y a des grands profs de droit constitutionnel qui ont dit aux élites roumaines que passer tout d'un coup d'un système dictatorial à une vraie démocratie, ce serait un choc et qu'il fallait une étape intermédiaire. Et l'étape intermédiaire, c'est la 5e République comme en France. On y va tout doucement. Donc il n'y a aucun doute qu'on nous avait dit que ça assurait la stabilité. On voit que ça n'est plus vrai. Et la critique de la 5e République, quand vous lisez Pierre Mendès France ou même quand vous lisez Mitterrand, déjà dans mes cours de droit, Mitterrand en 1974 dit « Je veux le pouvoir pour vous le rendre ». En disant que la 5e République a été faite par un général, pour un général en période de guerre et que c'est insupportable et que l'objectif principal de Mitterrand, c'est de mettre en place une République plus citoyenne, une République moderne et que s'il arrive au pouvoir, il le fera. C'est ballot parce qu'il a été 14 ans à l'Élysée, il a oublié, il aurait pu mettre un post-it sur le frigo, mais il a été, parce que s'il y en a un ou une qui peut vraiment modifier les institutions, faire une constituante, voilà. Mais donc le besoin, on nous avait dit que c'est pas génial, mais ça assure la stabilité et l'efficacité et on voit que ça, on n'a même plus la stabilité et l'efficacité. Donc oui, il y a besoin d'une refondation démocratique et il y a des pays où quand même si ce n'est pas parfait, le peuple peut avoir la parole plus facilement. Et juste, je rebondirai sur ce que disait Cyril, sur le fait que quand on mise sur l'intelligence, ça donne de bons résultats. La Convention citoyenne pour le climat, ça a quand même été génial. 150 citoyens qui sont tirés au sort, des gens de droite, de gauche, certains qui s'en foutent de la politique, certains qui sont intéressés par le climat et d'autres qui n'en ont rien à faire du climat et qui prennent, ces 150 citoyens prennent des sessions de 3 jours avec des climatologues, avec des économistes, avec des gens de terrain, des voilà, et ils débouchent sur des propositions qui sont quand même assez géniales, les 149 propositions, et Emmanuel Macron les reçoit à l'Élysée en disant bravo, ce que vous avez fait est génial, et on va tout soumettre à un référendum, on aura un débat passionnant. Emmanuel Macron dit qu'il a 3 jokers, mais que tout le reste sera soumis au débat public sans aucun filtre. Donc hélas, ça a prouvé que quand on mise sur l'intelligence, quand on demande aux gens, on propose aux gens de réfléchir, on débouche sur vraiment un très fort consensus sur des solutions innovantes, efficaces, crédible, mais que hélas, ce qui a manqué, c'est derrière le politique qui mise jusqu'au bout sur l'intelligence et qu'on aurait pu avoir un référendum absolument passionnant sur ces questions. Merci. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de la session. Peut-être s'il y a ceux qui veulent dire un dernier mot avant de se quitter, en une phrase, 10 mots, pas 3 heures, mais une conclusion sur ce qui pourrait réconcilier la mobilisation de la société civile et l'impact réel, que ce soit via les pouvoirs publics ou pas. Le combat déterminant, ça serait qui? Ça serait quoi? Je ne les ai pas prévenus avant, hein, donc... Moi, j'aime bien l'idée qu'on peut raconter d'autres histoires, qu'il y a clairement une bataille des récits sur laquelle il me semble qu'on perd. Et que de prendre la responsabilité, qu'on soit encore une fois politique, scientifique, activiste, entrepreneur, vieux, jeune, etc., de se donner la peine de comprendre, mais aussi de raconter d'autres récits, de divulguer d'autres récits qui donnent envie aux gens de se les approprier et d'avancer. Voilà, c'est ce que je retiens un peu de ce qu'on a dit. Merci. Je crois que la question avec laquelle on ressort toujours de ce genre de truc, c'est OK, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que la question, c'est comment est-ce que chacun d'entre vous peut participer à faire émerger ces récits nouveaux? Comment est-ce que vous pouvez participer à inventer le monde dans lequel vous avez envie d'habiter, à la fois dans votre vie personnelle, dans la façon dont vous vivez, à la fois dans votre métier? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire un métier où c'est en train de détruire le climat et la biodiversité toute la journée pour ensuite le soir se dire bon allez je vais trier mes déchets et puis je vais rentrer chez moi en vélo. Parce que sinon ultimement c'est je travaille chez Monsanto mais j'y vais en vélo donc ça va, je sauve la planète. Donc comment dans votre métier vous pouvez participer à faire ça et comment est-ce que vous pouvez participer à des dynamiques collectives qui le font? Et de la même façon, comment est-ce que vous pouvez faire partie du rapport de force? On parlait tout à l'heure des élections législatives où il y a un moment où il fallait se dresser, enfin en tout cas moi j'avais l'impression qu'il fallait se dresser contre l'extrême droite, je continue à avoir l'impression. Si tout le monde était resté chez soi, vous savez on disait c'est le bruit des bottes contre le silence des pantoufles. À un moment je pense qu'il faut qu'on sorte du silence des pantoufles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on considère, je racontais hier que j'avais traversé ce hall et que j'avais des gens qui me disaient merci, bravo pour votre cause. J'étais là, mais c'est pas ma cause, mec, en fait, c'est pas mon problème. Tu vois, tu te rends bien compte que si on sauve le climat, c'est pas pour me faire plaisir. Que tu habites sur la même planète que moi.
Donc en fait, sortir de ce truc de vous, les écolos, vous voudriez faire ci et ça, et se rendre compte, et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est être capable de se donner une interprétation commune du réel, de se mettre tous ensemble autour de la table et de faire un constat commun et de se dire, est-ce qu'on est d'accord qu'il se passe ça? Et si on est d'accord qu'il se passe ça, comment est-ce que chacun d'entre nous peut participer à faire en sorte qu'on résolve le problème? Et comme on le disait tout à l'heure, ça ne passera pas que par des petits gestes individuels. Enfin, ça a vraiment été la mythologie pendant 20 ans. C'est très important que chacun s'engage pour changer la culture de notre société. Mais c'est aussi très important que chacun s'engage dans ses rapports de force pour changer les aiguillages, pour changer les structures qui finalement déterminent une immense partie de nos comportements au quotidien. Donc, pour moi, c'est cette question-là que chacun a besoin de se poser. Et la meilleure façon de le faire, à mon avis, c'est de le faire en faisant quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Parce que si vous regardez toutes les personnes qui vous ont influencé dans votre vie, toutes les personnes, que ce soit des artistes, des scientifiques, des responsables politiques, c'est que des gens qui sont animés par une sorte de feu sacré. C'est pas des gens qui arrivent le lundi matin à la machine à café et qui vous disent « bon ça va, toi, bah, ça va comme un lundi » et puis qui sont contents de se barrer en week-end le vendredi. C'est des gens qui se disent « ok, je vais me lever pour vivre encore une super journée où je vais créer quelque chose de nouveau, où je vais faire de cette expérience de vie sur cette planète quelque chose de passionnant. » Et si vous faites ça, honnêtement, vous êtes rayonnant et vous êtes capable d'entraîner les gens derrière vous. Merci. Alors Valérie et Pierre, un mot. Un mot bref. Oui, un mot bref. Moi, je vais répondre à mon angle professionnel, donc de scientifique. Et comme tu l'as dit au départ, donc moi, je fais partie d'une fédération de laboratoires en Île-de-France qui s'appelle l'Institut Pierre-Simon Laplace. On travaille sur des sujets liés au climat planétaire et local, à l'océan, à la qualité de l'air, au climat urbain, mais aussi les atmosphères des autres planètes. Et donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre en place un centre climat-société pour interroger, pour que nos connaissances scientifiques, on les mobilise pour répondre aux besoins de la société, pour les intégrer aux sciences de la durabilité, pour revendiquer un engagement de scientifiques avec notre rigueur, nos méthodes, nos pratiques, pour réduire notre propre empreinte environnementale, mais aussi pour être à votre service. Donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter si vous avez besoin de susciter des échanges, des cadres stimulants avec cette large communauté scientifique et notamment les plus jeunes scientifiques chez nous. Ils ne se voient pas simplement produire des connaissances dans une tour d'ivoire en fait. Ils ont envie d'être proactifs par rapport aux transformations de société. C'est une force vive qui est là et donc surtout n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez construire des ponts avec ce monde de la recherche scientifique. Merci. Merci. Pierre, là, tu as un demi-mot. Un mot, un vrai mot. Un demi-mot, je dirais juste que l'essentiel est devant nous. L'essentiel est devant nous. On pourrait passer le reste de la journée à accumuler la liste de toutes les conneries qu'on a fait depuis 30 ans, le cynisme des lobbies, l'inertie des politiques. On peut ressasser ça, il y a de quoi se flinguer, se décourager. Mais je voyais des enfants au premier rang. Pour nous et pour nos enfants, on n'a pas le droit de baisser les bras. C'est Edgar Morin qui passe son temps à dire « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Parfois, c'est quand les gens comprennent que c'est vraiment très, très, très grave et que non, compter sur les politiques ne suffit pas. Bien sûr, il faut aller voter, bien sûr. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Et si on a des millions à se mettre en mouvement, je pense qu'on peut créer la surprise. On n'a pas le droit. Il faut une action joyeuse, efficace, intelligente. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de baisser les bras et qu'on peut gagner. D'autres l'ont fait. Quand ils ont eu 1 200 000 pétitions en 1872, pour arriver à rassembler 1 200 000 pétitions, il fallait avoir le feu sacré. Donc nous aussi, si on est si nombreux aujourd'hui, c'est qu'on a envie de se battre. Chacun et chacune chez soi, il y a de quoi se flinguer. On a envie d'arrêter la radio un jour sur deux. Mais si on est unis, je suis sûr qu'on peut faire un truc joyeux et efficace. Merci. Merci. Alors, je crois qu'on a... Merci Pierre. Je crois qu'on a des invités surprises. Oui, Axel, je me permets de prendre le relais. Justement, on a parlé de citoyenneté. Donc, on va laisser les intervenants quitter la scène et on va inviter un collectif qui souhaite prendre la parole. Donc, on va leur donner la parole sur scène pendant quelques minutes. Merci.